Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Mais promis, on va rendre ça super accessible et même fascinant. La géométrie 3D et le calcul vectoriel. On va voir comment de simples points et des flèches perdues dans le vide deviennent littéralement le langage de base de l'architecture, de l'ingénierie ou même des moteurs de jeux vidéo. Préparez-vous, on va voir l'espace sous un tout autre angle. Alors au programme d'aujourd'hui, l'espace 3D et les vecteurs, le produit scalaire, son petit cousin, le produit vectoriel, les équations de plan, et bien sûr, on terminera par un super exercice de synthèse pour tout mettre en pratique. Allez, c'est parti. Première partie, l'espace 3D et les vecteurs, les fondations même de notre univers mathématique. Bon, avant de plonger tête la première dans des équations à rallonge, il nous faut une base solide, littéralement. Regardez un peu ce repère. On a l'origine, le point O, et nos trois vecteurs de base, I, J et K. En fait, c'est tout simplement la largeur, la profondeur et la hauteur de l'espace. C'est dingue de se dire que n'importe quel point ou mouvement dans l'univers peut être décrit juste avec ces trois petites coordonnées, X, Y et Z. C'est vraiment l'alphabet fondamental de la 3D. Une fois qu'on a posé notre espace, il faut comprendre comment nos objets interagissent dedans. C'est là qu'entrent en jeu deux mots qui ont l'air un peu barbares, mais qui sont super logiques. La collinéarité et la coplanarité. En gros, des vecteurs sont collinéaires s'ils pointent exactement dans la même direction, s'ils sont proportionnels, quoi. Ils sont sur une même ligne invisible. Et pour la coplanarité, eh bien, c'est quand ils peuvent tous tenir bien à plat sur une même surface, un même plan. Mathématiquement parlant, ça se vérifie sans appel si leur déterminant est pile poil égal à 0. Ce sont vraiment nos tests de diagnostic de base. Deuxième partie, le produit scalaire, ou comment calculer des scalaires et tester l'orthogonalité. Alors, le produit scalaire, c'est vraiment l'outil indispensable de notre boîte à outils. Pourquoi ? Parce qu'il prend deux vecteurs dans l'espace et les fusionne en un simple nombre. Et géométriquement, c'est brillant. Ça dépend carrément de l'angle entre nos deux vecteurs. Si l'angle est aigu, le résultat est positif. S'il est obtus, c'est négatif. Et pour calculer ça, on utilise une projection orthogonale. Vous savez, le fameux point H qui forme un angle droit. C'est une façon hyper élégante de mesurer à quel point deux vecteurs vont dans le même sens. Évidemment, comme tout bon outil, il y a quelques règles du jeu à respecter. C'est commutatif, donc l'ordre n'a aucune importance. C'est distributif, et le carré d'un vecteur, c'est tout simplement le carré de sa longueur, de sa norme. Mais attention, s'il y a une chose à retenir absolument pour la suite, si le produit scalaire de deux vecteurs est égal à 0, bingo, ça veut dire qu'ils sont parfaitement perpendiculaires. C'est vraiment notre détecteur d'angle droit absolu. On passe à la troisième partie, le produit vectoriel. L'art de générer de nouveaux vecteurs orthogonaux. Si le produit scalaire vous donne un simple nombre, son grand frère, le produit vectoriel, fait tout l'inverse. Il vous recrache un tout nouveau vecteur. C'est la nuance cruciale à capter ici. Le scalaire teste les angles droits. Le vectoriel, lui, crée carrément un vecteur qui est parfaitement orthogonal aux deux vecteurs de départ. Imaginez que vous posez deux stylos à plat sur une table. Le produit vectoriel, c'est le troisième stylo qui se dresse exactement à la verticale. Ah, et petit bonus, si le résultat est nul, ça prouve que vos vecteurs d'origine étaient sur la même ligne, donc collinaires. Mais du coup, comment on trouve les coordonnées exactes de ce nouveau vecteur sorti de nulle part ? Eh bien, on utilise une petite formule analytique basée sur des déterminants. Oui, je sais, calculer des déterminants, ça peut donner des sueurs froides parfois, mais en réalité, c'est super mécanique. Pour trouver le x, on croise les coordonnées y et z des vecteurs initiaux, et ainsi de suite. C'est une méthode d'une efficacité redoutable qui nous livre un vecteur normal prêt à l'emploi sans avoir à tâtonner. Quatrième partie, les équations de plan. On va enfin définir des surfaces plates dans notre espace en 3D. Et c'est là que la magie opère. Vous vous rappelez de notre vecteur normal prêt à l'emploi de tout à l'heure ? Disons qu'il a pour coordonnées A, B et C. Eh bien, figurez-vous que ce seul vecteur perpendiculaire suffit pour définir tout un plan. L'équation cartésienne classique d'un plan, ça s'écrit A fois X plus B fois Y plus C fois Z plus D égale 0. Et le truc vraiment génial, c'est que les lettres A, B et C de cette équation sont littéralement les coordonnées de notre vecteur normal. C'est direct, net et sans bavure. Maintenant qu'on a le pouvoir de créer des plans, comment est-ce qu'ils cohabitent dans cet espace infini ? Il n'y a que 3 scénarios possibles. Soit ils se rentrent dedans, et là leur intersection forme une belle ligne droite, soit ils ne se croiseront jamais, ils vivent leur vie côte à côte, à distance égale, ils sont strictement parallèles, soit, dernière option, ils sont juste superposés. On dit qu'ils sont confondus, c'est exactement la même surface, déguisée sous 2 équations différentes. Cinquième et dernière partie, exercice de synthèse et correction. L'épreuve finale. C'est le moment de vérité. On va imbriquer toutes ces belles règles théoriques ensemble. C'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour résoudre un vrai problème.
Regardons cet exercice tiré directement de nos sources. On nous donne 4 points dans l'espace, A, B, C et E. Le but du jeu? Prouver que des points sont sur un même plan, trouver des équations et étudier un point d'impact avec une droite mystère qu'on appellera delta. Pas de panique, on y va étape par étape. Première étape de la correction, on pose nos fondations. On calcule d'abord les coordonnées des vecteurs AB et AC avec les points qu'on nous a donnés. Un rapide coup d'œil nous confirme qu'ils ne sont pas proportionnels, donc ils ne sont pas collinaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils forment un vrai triangle, et par conséquent, ils définissent un plan, notre plan ABC. À partir de là, on utilise nos règles sur le produit scalaire pour trouver le vecteur normal, et on en déduit l'équation cartésienne du plan, comme on l'a vu juste avant. C'est ici que ça devient vraiment satisfaisant intellectuellement. L'exercice nous donne une droite delta, on traduit ça en équation paramétrique, avec un petit paramètre t, et pour savoir exactement où cette ligne droite vient transpercer notre plan ABC, eh bien, c'est presque un jeu d'enfant. On prend les expressions de x, y et z de la droite, et on les injecte direct dans l'équation de notre plan. Une petite résolution algébrique toute brette nous donne la valeur de t, et hop, on a les coordonnées exactes du point d'impact. Ce point, on l'appelle oméga. Tout s'emboîte parfaitement. Et pour le grand final, l'exercice corse un peu les choses. On introduit un nouveau plan P, et on cherche sa droite d'intersection avec notre plan de base ABC. On va l'appeler delta prime, cette nouvelle ligne. Le défi ultime, c'est de prendre le vecteur directeur de notre toute première droite delta et de le comparer avec celui de delta prime. Sont-ils collinaires, perpendiculaires? Cette petite analyse mathématique nous permet de conclure avec une certitude absolue sur la façon dont ces deux droites se comportent l'une par rapport à l'autre dans l'espace. Alors, pour conclure cette analyse, prenons juste un petit instant pour réaliser le chemin parcouru. On est parti de simples points dans un repère pour finir par calculer des intersections complexes entre des plans et des lignes. On a littéralement exploré la grammaire de l'espace aujourd'hui. Ce qui amène une vraie réflexion. Est-ce que la maîtrise de ces règles précises de géométrie 3D ne serait pas, au fond, la clé absolue pour programmer les moteurs physiques de nos futurs mondes virtuels ou même pour concevoir les prochaines merveilles architecturales de la réalité? Je vous laisse méditer là-dessus. Continuez d'être curieux et à très vite pour une nouvelle exploration mathématique.